time for discussion, and Bernard and Xavier could join us for the discussion. Donc on va faire une petite discussion d'un quart d'heure avant la pause déjeuner avec les représentants de matinée. Si vous avez des questions à poser en anglais ou en français aux 4 intervenants de ce matin, ou si vous-même vous avez à vous en poser. Moi j'ai une question, peut-être pour Xavier et Bernard. J'ai apprécié beaucoup la présentation, le projet. Puis, comme je disais à Bernard durant la pause du café, j'ai demandé qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant avec entre la première dispositif et le deuxième, entre Skype puis la version du Janet Cardiff avec une tour d'idée audio. J'ai remarqué qu'il y avait des moments que vous échangez des photos dans le deuxième dispositif, mais pas des moments d'échange sonore. Donc je me demande un peu si ça serait quelque chose qui serait pratique, comme avec Audiomobile, quelque chose d'être capable d'envoyer pas juste des photos, mais peut-être des audioclips. Et est-ce que tu trouveras que ça aidera le dispositif? Mais je me demande aussi pourquoi vous avez quitté Skype. Est-ce que ça va être permanent ou est-ce que... Alors, first answer, I'll try to answer in English. Ouais. Bon, le dispositif Skype, en fait, c'est le plus sophistiqué de tous les dispositifs. Nous, on n'a pas les moyens de faire Skype pour l'instant. Donc, on a commencé par la fin, presque. C'est-à-dire que Skype permet d'avoir un flux vidéo plus un flux sonore pour créer une relation en temps réel entre deux protagonistes. Donc, c'est très très fort. Donc, les dispositifs qui l'ont suivi sont plus une déconstruction en fait du premier pour essayer de comprendre mieux les choses, comment ça fonctionne, etc. Mais je pense que Skype, effectivement, dans la relation mutuelle entre deux personnes à distance, en mobilité, c'est très puissant. C'est très puissant comme interface. Est-ce que c'était trop puissant? Ça te fait trop aller dans l'autre pays? Alors, il y a une limite quand même, c'est la latence. Parce que les données elles mettent du temps à venir, et donc sur la synchronisation purement des corps à distance, le dispositif avec les consignes sonores, on peut synchroniser à la milliseconde, parce qu'on peut faire démarrer les consignes exactement au même moment, sauf que comme il n'y a pas de feedback, les protagonistes qui sont synchronisés, ils ne le savent pas, parce qu'il n'y a pas de feedback. Donc, je pense que la prochaine expérience, ça sera peut-être de synchroniser en temps réel et d'avoir aussi du feedback et de voir ce que donne la synchronisation en temps réel, c'est-à-dire à la milliseconde, plus du feedback pour avoir de la régulation et avoir le sentiment d'être simultanément dans deux espaces. Et je trouvais que le feedback non continuel était intéressant aussi comme dispositif. Oui, mais c'était pas trop le projet d'ailleurs. On va pouvoir poster souvent les images et notamment les fragments sonores. Bien sûr, c'était partie du projet. Donc, c'est une des éléments, c'est que ce qu'on est en train de faire, c'est de pouvoir localiser du son, et de pouvoir effectivement récupérer du son et de envoyer des fragments sonores à protagonistes à la distance. Parce que c'est naturellement dans la suite de... Il y a une question centrale là-dessus, c'est la question de l'horizon temporel en fait de l'expérimentateur. C'est-à-dire, quel est l'horizon temporel de l'expérimentateur? Est-ce que l'horizon temporel c'est tout de suite? Ou est-ce que l'horizon temporel c'est un point que tu dois atteindre? Et c'est la question que tu soulevais tout à l'heure, c'est la question du design, c'est-à-dire quand on a un horizon temporel lointain, est-ce qu'on est là? Ou est-ce qu'on est dans l'objectif? Et comme une des choses qu'on veut atteindre, c'est le sentiment d'être là et là-bas en même temps. Si on donne des objectifs qui sont distants, il y a un risque important qui est de perdre en fait ce sentiment d'être à la fois à Paris et à Shanghai et à Montréal. Pour revenir sur la question du jeu, parce que vous étiez avec ce planning de façon intéressante, c'est
question de l'horizon temporel est très importante. Quand on est effectivement l'interaction directe, il n'y a pas d'horizon temporel, puisqu'on est dans l'immédiateté. Du coup, la question du jeu est plus difficile à gérer ou même à imaginer. Si on veut effectivement avoir un scénario ludique qui pour l'instant n'existe pas vraiment, sauf en termes de projet papier, on va dire, il faut qu'on ait un réseau ludique qui soit à une plus grande échelle, à plus grand temps. Donc dans ce cas-là, il faut qu'on puisse évidemment travailler sur plusieurs jours, plusieurs semaines, et avoir des séquences temporelles qui puissent être développées autrement que dans l'immédiateté de l'échange. L'horizon temporel, effectivement, est fondamental parce que voilà, cela dit, il y a des systèmes ludiques qui sont sur les horizons temporels de court terme, c'est-à-dire que quand on est par exemple sur un personne shooter ou un jeu de course, on a un horizon temporel très très court. Donc, par exemple, sur le jeu des traces, on a commencé des jeux de poursuite et d'évitement. Ça ressemble vraiment à des jeux vidéo d'action. Donc ça donne une sensation assez forte de présence de l'autre. De présence, question, je ne sais pas si dans l'équipe du Lucie Audio, il y a seulement des projections sonores ou c'est trop compliqué techniquement justement, le niveau technique de ceci. En fait, oui, il y a des travaux aussi qui sont sur effectivement l'augmentation de l'espace et sur la capture et la restitution d'espace. Donc, par exemple, on parlait justement de propriétés acoustiques d'un espace, donc d'être capable de rendre les qualités acoustiques d'un espace ou même de reconstruire en fait des propriétés acoustiques d'espaces disparus. Il y a par exemple un travail qui avait été fait sur un bâtiment qui avait disparu aux États-Unis, qui datait du 19e siècle, et donc ils avaient reconstruit les propriétés acoustiques, effectivement, donc à la fois donc, sur une sorte de reconstruction acoustique, mais aussi sur la capacité à capturer pas seulement un son, mais le son plus les propriétés acoustiques de l'environnement pour faire en sorte que l'on puisse à la fois l'écouter avec toute la richesse acoustique du lieu, mais aussi qu'éventuellement on puisse y localiser des sons qui ne sont pas ceux qu'on a enregistrés et de rendre ces sons comme s'ils avaient été joués dans ce lieu-là. Ce qui est un travail qui est assez compliqué, mais c'est intéressant et ça va même jusqu'à du design acoustique d'espace virtuel en fait, c'est-à-dire de concevoir un espace acoustique qui n'existe pas et de le tester pour voir l'effet qu'on aurait à être dans ce type d'espace, un peu comme de la réalité virtuelle visuelle, mais sauf que c'était sur le plan 2. Donc effectivement, oui, dans mon laboratoire, il y a tout un groupe qui s'appelle Audio Acoustique qui fait un travail assez important sur ces questions-là. Qui sont un petit peu complémentaires de ça, effectivement, puisque je suis d'accord aussi qu'effectivement, le fait de capturer un moment, un bruit de rue, à un instant T, pas forcément le plus important, il est probablement plus intéressant de capturer les conditions acoustiques, enfin les propriétés acoustiques du lieu, et éventuellement après, de reposer des sons virtuels, mais qui sonneraient comme s'ils avaient été joués dans le lieu, ce qui est quand même là beaucoup plus compliqué. Mais oui, c'est intéressant. Question technique sur la partie vidéomapping, on peut aller jusqu'à quelle échelle en fait? Alors en fait, dans le vidéomapping, l'échelle dépend de la résolution du projecteur essentiellement et par rapport à la distance à l'espace. Mais le scanning en fait. Comment? Voilà, pour le scan en fait. Alors le scan là, c'est des scanners laser qui peuvent capturer des espaces assez importants. Il y a des entreprises qui le font d'ailleurs un peu. C'est de la prestation de service. Moi, je m'étais renseigné, ça coûte 2 000 € à peu près. Nous, on ne l'avait pas payé parce que ça avait été fait par un laboratoire, mais on peut faire un scan. Il y a des entreprises qui font des scans de lieux. Et alors, on pourrait le faire, mais alors, du coup, on pose quand même le problème du fait que les scans sont centraux et qu'ils ont des zones d'ombre, en fait, du coup, un peu comme le projecteur n'avait pas des zones qui lui sont cachées, donc il faut éventuellement faire plusieurs scans et les combiner. Et puis, idem pour la vidéoprojection, c'est-à-dire qu'après, il faut aussi éventuellement, selon les espaces, avoir plusieurs vidéoprojecteurs. Et du coup, il y a un travail un petit peu compliqué qui est en fait de raccorder des vidéoprojections de vidéoprojecteurs séparés pour faire en sorte que la vidéoprojection donne l'impression d'être unique, quoi, en fait, et qu'on ne voit pas
les zones de rapport. Donc c'est possible, mais il y a quand même un travail, un coût supplémentaire dès lors où on est obligé de multiplier les points de vue de scan et on est obligé de multiplier les points de vue de projection, en particulier sur le fait qu'il faut faire en sorte que ces choses-là après se combinent en un seul ensemble cohérent. Donc le maximum, si vous voulez, je dirais que le maximum, c'est pas tant une question de distance qu'une question d'occlusion. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un espace, vous allez mettre un scan à un endroit, vous n'allez pas voir ce que le scan ne voit pas. Mais les scans portent loin. Je sais pas, je ne peux pas vous dire techniquement les distances, mais je pense que les scans, à mon avis, portent au moins une 50aine de mètres. L'inconvénient, c'est que plus on est loin, plus les pas du scan sont larges, donc moins la précision est grande, évidemment. Mais en retour, la vidéoprojection se fait en gros d'un point qui est proche de celui du scan. Elle sera également moins précise puisqu'on aura la distance. Donc voilà, c'est plutôt qu'il faut, à partir d'un certain moment, il faut éventuellement combiner des lieux de capture et des lieux de projection. C'est ce qui rend la chose technologiquement un peu plus compliquée et du coup un peu plus coûteuse. C'est une question à Bernard et Xavier. C'est très intéressant les questions conceptuelles que vous posez et aussi expérientielles, parce que la multiplicité des expériences de l'espace d'ici, de là-bas. Mais ce que je voudrais savoir en fait, c'est comment l'expérience de ce jeu, ça se partage. Et si ça se partage, c'est comment? Parce que moi, par exemple, je n'expérimente pas la situation comme vous parlez, comme vous montrez. Ici, comme vous montre, mon expérience, c'est totalement intellectuel. C'est de savoir comment vous expérimentez la situation. Donc, c'est la question, comment ça se partage? Si ça se partage. On va te faire participer. Donc c'est toujours à deux. C'est toujours à deux. Non, là, effectivement, quand on travaille toujours avec au moins de la capture et de l'expérience. Par exemple, toute l'expérience qu'on fait, c'est au minimum à 4, voire effectivement à 6 ou à 8. Tu as vu quand les traces combinées qu'on fait à distance, là, par exemple, tu avais au moins 3 territoires distants avec sur chacun des territoires au moins 2 personnes. Donc, tu vois, ça peut être effectivement le nombre de personnes qui sont concernées peut être beaucoup plus important. Ne serait-ce que déjà parce qu'il y a la question aussi qu'on essaie d'avoir toujours systématiquement, c'est-à-dire l'enregistrement des expériences qui nous permettent après d'avoir effectivement des éléments aussi pour de communiquer l'expérience, voir aussi l'analyser, voir si c'est produit. Sur le protocole Skype, ça peut être que 2 personnes. On peut faire plus. Oui, en fait, mais oui, après, mais ça fait 4. C'est une partage très limité. Voilà, exactement. Mais sur, par exemple, l'interface cartographique avec les traces, il n'y a pas de limite au nombre de personnes. Après, on peut imaginer différents types de scénarios qui définissent différents types de relations avec les traces qui sont sur l'interface. Donc, ça peut être effectivement, comme tu disais, de la rencontre, de la trajectoire combinée, ou alors un jeu avec des évitements, la conquête de territoire, etc. Mais techniquement, sur ce type d'interface, effectivement, il n'y a pas de limite le nombre de protagonistes et de traces qui peuvent se combiner les unes avec les autres pour générer une carte hybride. Il s'agit d'une carte hybride. Et donc, après, c'est toute la difficulté de parler d'une expérience incarnée. Le mieux, effectivement, comme disait Bernard, c'est d'expérimenter concrètement. Peut-être inviter à participer à des expérimentations basées. Mais ceci dit, l'enregistrement vidéo est quand même très important, c'est que moi, j'ai découvert tout ça grâce à Basteri, une excellente vidéo en ligne qui documente les expériences. Donc, il ne faut pas tout négliger, comment dire, cette question de la documentation vidéo de l'expérience qui nous permet d'accéder à ces expériences d'une autre façon éclairée, puisque là, on n'est pas participant. Mais enfin, si tu veux voir tout à l'heure, ce que va raconter Macana sur Basteri, tu vas voir qu'effectivement, les modes de participation, souvent, sont démultipliés. Et en tout cas, la vidéo reste un élément fondamental, moi, qui m'a permis en tout cas d'accéder à ces expériences, avant de tenter de les expérimenter.
Si je peux ajouter un point, il y a aussi une différence finalement entre les différentes vidéos montrées, c'est-à-dire quand il y a deux personnes qui bougent de manière synchrone sans elles-mêmes ont conscience que l'autre fait la même chose, du moins ils pensent. Là, Toi qui penses et qui le trouve. non, les deux personnes qui dansent séparément justement, qui font des gestes qui avancent, qui ont le même commande audio, mais qui n'ont pas de feedback. Ces personnes-là, dans la vidéo qu'on a et qui est montée ici, elle, finalement, elle a plus d'impact sur nous en tant que personnes qui bougent dans la vidéo que sur les personnes qui bougent. Là, nous, on a effectivement l'expérience d'une synchronie qu'elles n'ont pas. Donc il y a aussi différentes manières de montrer les expériences, savoir si les spectateurs sont finalement ceux qui sont en train d'agir ou si c'est nous qui voyons une vidéo. Il y a, je pense, différents statuts aussi à donner à ces objets documentants. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va lever la séance pour ce matin. On se retrouve à 14h. Alors, on se retrouve à 14h pour plusieurs interventions. Alors, présente séance, je ne sais pas ce qui cela va être. Donc, oui, à 14h, Lord Michaela qui intervient. Matt Adams. Et qui se parle, c'est important que Pardon a parlé oui. de la question de la narration ludique. Gordon Gallagher interviendra sur la notion de narration et la manière dont on reconceptualise la narration dans les jeux. Matt Adams ensuite, donc, qui est de Blast Theory, comme Matt vient juste d'en parler, interviendra sur les affordances, enfin l'art mobilité et les affordances dans les plateformes culturelles. Masaki Fujita, après la pause en deuxième partie, interviendra sur l'action et les positions et les nouvelles manières de voir, et on finira, je pense, la journée avec l'intervention de Christian Nicoff qui utilisera les notions de couture, de pli et de détour pour travailler dans le lieu public et voir comment ces mobilités sont permises à l'âge des mécamobiles sensibles à la position. Donc des questions de géolocalisation essentiellement pour cette dernière partie. Bon appétit. Merci Bruno pour avoir fait président de séance.